débat sur la gestion de l'islam en Belgique, encore une fois dans le but de répondre aux vœux de la communauté musulmane de Belgique qui aspire à être guidée par une structure libre, autonome, indépendante et souveraine. Nous recevons ce soir M. Kouskoun Beyazgoul, ancien président de l'exécutif des musulmans de Belgique, directeur général de la Diyanat de Belgique. Vous voyez que ce soir, je prononce bien votre nom, M. Beyazgoul. Oui, merci beaucoup, M. Moustapha. Alors, parallèlement à ces entrevues, nous avons lancé un sondage sur le site Gistre-Info sur la gestion de l'islam en Belgique afin de recueillir l'avis des musulmans dans ce pays. Nous comptons sur une forte participation afin de nous guider vers la bonne voie et remettre un peu la gestion de l'islam en Belgique sur les bonnes rails. Alors, M. Beyazgoul, nous allons commencer par le factuel. Lors d'une précédente participation sur Gistre Info, vous aviez vous-même critiqué la sortie du ministre de la Justice suite aux propos qu'il a tenus et en qualifiant le Maroc, en parlant d'une éventuelle ingérence marocaine, voire même espionnage dans la gestion de l'islam en Belgique. Alors récemment, l'ambassadeur du Maroc, M. Hammer, a commenté ces déclarations en se disant estomaqué d'observer des déclarations d'une rare agressivité à l'égard d'un pays très engagé avec la Belgique et l'Europe dans des chantiers stratégiques. Et M. Hammer a qualifié les propos du ministre d'infondés, incompréhensibles et inacceptables. Votre réaction par rapport à la réaction de son ambassadeur? En tout cas, tout d'abord, M. Moustapha, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à travers Gistre Info, encore une fois, ce soir. Donc, c'est pour moi l'occasion de mettre des points sur les i, si on peut le dire comme ça, sur un certain nombre de choses qui se discutent, donc à travers donc les différents groupes de discussion que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux notamment. Tout d'abord, donc par rapport à votre question, je pense qu'il faut mettre vraiment les choses dans leur contexte, puisque vous avez posé votre question en vous référant donc tout d'abord aux sorties du ministre de la Justice, donc le début du mois de décembre. Il faut d'abord rappeler que nous vivons dans un état de droit qui respecte le principe de la séparation entre l'Église et l'État. Et donc, dans ce contexte-là, que ce soit un ministre ou un autre homme politique, notre réaction aurait été le même. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement forcés de constater que ce type de comportement du monde politique est malheureusement inacceptable, mais on peut le constater uniquement vis-à-vis de la communauté musulmane et de ses institutions. On ne peut absolument pas imaginer une même sortie du ministre ou un autre homme politique responsable dans notre pays d'ailleurs, vis-à-vis d'un autre culte. Je ne peux même pas l'imaginer par rapport au culte catholique, par exemple. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre les choses dans ce contexte-là et se dire exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est véritablement une rupture donc dans la confiance que nous pouvons avoir au respect du principe de cette neutralité que l'État et le monde politique devraient avoir par rapport au culte, et notamment par rapport au culte musulman. Donc ça, c'est un élément extrêmement important que nous devons rappeler à chaque fois que nous avons l'occasion de prendre la parole donc à ce sujet. Le ministre n'a pas arrêté donc ses sorties, il a continué à aller dans le même sens et à vouloir faire beaucoup de choses sur le culte musulman, pour le culte musulman et du culte musulman de manière donc c'est comme ça, il a une conception, il a une perception en tant qu'homme politique et en tant que ministre d'un gouvernement, en l'occurrence ministre de la Justice, puisque c'est le ministère de la Justice qui a la tutelle donc sur le dossier des cultes en Belgique, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc ça, je pense qu'il faut le dire. Parce que nous sommes dans un état de droit et
selon ce principe de non-ingérence du politique dans les affaires du culte, c'est quelque chose qui est inimaginable. Par rapport à ce que La réaction de l'ambassadeur, oui. Voilà, par rapport à ce que l'ambassade du Maroc a fait comme réaction, évidemment, je ne vais pas commenter davantage ce qui a été dit par l'ambassade et en l'occurrence monsieur l'ambassadeur du Maroc dans la presse, si ce n'est que, évidemment, ça vient justement donc accompagner, renforcer toutes les déclarations que nous avons faites en tant qu'institution, donc depuis le début de la sortie du ministre. Donc, non seulement nous savons ce que nous faisons, et nous savons ce que nous sommes, et nous savons ce que nous ne sommes pas. Donc, il est clair que nous ne comprenons absolument pas ces accusations qui sont totalement infondées. Nous les avons réfutées donc immédiatement. Et donc, ce qu'a dit l'ambassadeur du Maroc dans la presse ces derniers jours n'a fait finalement que donc confirmer du point de vue, en tout cas du Maroc, ce qui a été donc dit par les institutions et les personnes qui représentent ces institutions-là. En tous les cas, Monsieur Bezgoul, au-delà de vos déclarations, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour que cessent ces accusations contre les musulmans de Belgique et la gestion de l'islam en Belgique de la part d'un membre du gouvernement qui n'a pas à agir comme vous dites? Écoutez, depuis déjà 6 semaines, donc ces événements ont commencé au début du mois de décembre, la sortie du ministre. Il y a eu quelques répétitions de sa part lors des sorties médiatiques qu'il a faites, au courant de la première, voire deuxième semaine de cette première sortie. Pour l'instant, donc ces déclarations-là se sont atténuées. Mais évidemment, maintenant, il appartient à nos institutions et en l'occurrence à la personne qui est véritablement visée par ces accusations-là d'aller plus loin dans les démarches, dans la défense que nous devons avoir par rapport à ce que notre intégrité a été touchée dans les déclarations du ministre, qui est absolument inexacte, c'est infondé. Donc, cette pseudo-ingérence, Monsieur Mustapha, oui. Je pense que c'est quelque chose qui est véritablement très très bien instrumentalisé par le politique dans le but justement de désolidariser, de déconnecter la communauté musulmane de ses propres traditions. Il faut absolument se mettre dans la tête que les musulmans de Belgique ne viennent pas de nulle part. Ces musulmans de Belgique sont principalement, presque exclusivement issus de l'immigration des années 60. Donc, nous sommes musulmans, nous sommes belges, nous sommes marocains, nous sommes turcs, nous sommes albanais, bosniaques. Parfois, nous sommes deux à la fois, marocains, marocains, belges, ou belges, marocains, turcs, belgo-turcs. Ça dépend de comment on se place. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes tous maintenant des citoyens à part entière de ce pays. La Belgique est notre foyer et notre pays. Mais nous sommes ce que nous sommes avec notre tradition, avec notre histoire, avec nos attachements, avec nos connexions, avec nos institutions de nos pays d'origine. Et ça, personne n'a le droit de nous l'enlever. Nous ne voulons pas renoncer à cela, nous ne devons pas et on ne peut pas nous l'imposer. Comme nous ne pouvons pas le faire pour la communauté juive, pour la communauté catholique, pour la communauté bouddhiste, de se déconnecter de leurs propres référents traditionnels et historiques. Donc, ce lien qui existe entre un musulman belge d'origine marocaine, turque, albanaise ou bosniaque avec ses propres institutions religieuses de son pays d'origine est quelque chose qui vient alimenter une culture populaire et la façon dont nous vivons dans ce pays de manière totalement intégrée avec ce que nous avons comme cette culture que nous pouvons apporter. Donc, c'est une richesse en soi. Et le fait d'avoir ces connexions-là n'est en rien à être considéré comme une ingérence. Encore une fois, depuis des années,
on parle d'ingérence alors qu'il n'y a aucun fait concret qui le prouve dans la réalité. Il y a des suspicions, il y a des risques d'ingérence d'un État tiers qu'on vient répéter à chaque fois dans certaines discussions politiques, mais il n'y a aucun fait avéré. Donc on ne peut pas parler de quelque chose de concret. En quoi est-ce que ça consiste, une action d'ingérence d'un pays concrètement dans le culte musulman en Belgique? Il n'y a personne qui peut le démontrer, ni encore même le prouver. Donc aujourd'hui, c'est un faux débat. Je répète encore une fois que ce faux débat de ce pseudo-ingérence des pays comme le Maroc ou la Turquie, c'est quelque chose qui est instrumentalisé par le politique et c'est quelque chose qui est aussi utilisé comme un outil par un certain milieu de personnes de la communauté musulmane, il faut le dire, mais qui n'a pas peut-être pu s'intégrer dans les structures institutionnelles de notre communauté pour X ou Y raison que je ne peux pas juger. Mais il est certain que des individus qui n'ont pas forcément une référence institutionnelle peuvent facilement revendiquer ce genre de stratégie, ce genre de, je dirais, d'instrumentalisation d'une pseudo-ingérence dans le seul but, malheureusement, je veux le dire, de pouvoir mettre la main sur les institutions islamiques telles que l'exécutif ou encore d'autres institutions à travers l'exécutif. Et c'est quelque chose qui est très dommageable pour la communauté parce que un culte, que ce soit le culte musulman ou d'autres cultes, nous parlons de la gestion du culte islamique en Belgique et cette gestion du culte islamique ne peut pas reposer sur les revendications des individus. C'est quelque chose qui est inacceptable et d'ailleurs, c'est impossible. L'État ne peut pas avoir un interlocuteur dont on ne sait pas forcément la référence traditionnelle, historique, institutionnelle. C'est quelque chose qui est difficile et c'est quelque chose qui est dangereux parce que des individus n'ont pas forcément de référence institutionnelle, donc ils se sentent totalement libres de dire ou de faire un peu n'importe quoi. Alors que ceux qui revendiquent un attachement institutionnel, quand je parle d'institutions, je parle des institutions qui ont leur histoire dans ce pays. Ce ne sont pas des institutions qui viennent de nulle part. Ils ont une histoire dans ce pays parce que justement ces communautés-là existent dans ce pays. Je ne parle pas des institutions des pays dont une population n'existe pas en Belgique. La communauté marocaine, elle est extrêmement importante en Belgique. On parle aujourd'hui de 700 voire 800 000 musulmans d'origine marocaine. On parle aujourd'hui de 350 000 musulmans d'origine turque. On parle aujourd'hui de plus ou moins 50 000 musulmans belges d'origine albanaise ou du côté des pays des Balkans. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ces musulmans viennent de nulle part et donc le fait qu'ils aient ces attachements et ces connexions avec leurs propres institutions n'est en soi absolument pas à être considéré comme une ingérence. Donc ce qu'a dit l'ambassadeur du Maroc, il n'a fait que confirmer toute l'argumentation que la communauté musulmane a depuis déjà de longues années. Il est évident que dans la presse ou dans le milieu politique, cette pseudo-ingérence est toujours, donc perpétuellement instrumentalisée parce que justement c'est du pain béni pour le politique afin de pouvoir justifier une légitimité dans leur ingérence justement dans les affaires du culte. Et c'est ça qui est extrêmement pénible à constater. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une accusation de pseudo-ingérence des pays étrangers par le monde politique, c'est comme s'il y avait une préparation d'une justification, d'une légitimisation d'une ingérence du politique belge dans les affaires du culte. Et c'est ça qui est flagrant dans ce que nous pouvons constater aujourd'hui dans plusieurs discussions que nous avons. Voilà. J'aimerais revenir un peu à l'institution que vous représentez. Donc, vous êtes le directeur général de la Diyanat de Belgique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission de la Diyanat de Belgique? La Diyanat de Belgique est une institution qui a été reconnue par arrêté royal en 1982. Elle a été fondée pour gérer le culte musulman pour la communauté turque et gérer les lieux de culte qui ont été achetés, fondés, construits
par la communauté musulmane belgo-turque. Donc cette institution-là, elle est aussi l'institution qui sert la communauté musulmane d'origine turque dans toute sa diversité, afin de pouvoir donner la possibilité à cette communauté de vivre sa religiosité dans le contexte belge, avec ses traditions, avec sa culture donc d'origine turque. Depuis son existence jusqu'à présent, la Dianet de Belgique a toujours prôné un message d'un islam qui est totalement dans le contexte belge. En aucun cas, donc le contexte de Turquie a été donc souhaité dans la gestion du culte à importer, donc dans la gestion donc de ces mosquées en Belgique. Il est clair que la communauté musulmane d'origine turque, comme d'autres donc origines également, a évolué dans le temps. Le besoin de cette communauté a évolué, donc il faut se rappeler que donc la double nationalité a été facilitée, l'acquisition de la naturalisation belge a été facilitée qu'à partir des années 90, et que c'est à partir de véritablement des années 90 que la communauté, de manière générale, hein, la communauté musulmane de manière générale, a véritablement commencé à se poser des questions et à se dire, voilà, maintenant, nous sommes des citoyens à part entière de ce pays. Nous sommes des citoyens à part entière de ce pays et nous faisons partie donc de la société belge. Donc c'est à partir des années 90 qu'il y a eu véritablement une conscience d'appartenance à cette société, alors que jusque dans les années 90, pratiquement, beaucoup d'entre nous, peut-être nos ancêtres, qui dans la plupart des cas ne sont malheureusement plus parmi nous, donc rahmatullahi alayhum. Donc, ce sont des personnes qui sont venues dans ce pays pour finalement repartir un jour dans leur pays d'origine. Donc, ils n'avaient pas l'intention d'y rester quand ils sont arrivés. Donc, nous avons une histoire dans ce pays qui a commencé dans les années 60, précisément, mais véritablement, la communauté musulmane d'origine marocaine, turque ou dans d'autres origines confondues, s'est véritablement senti faire partir de ce pays à partir de la fin des années 80 et début des années 90. Donc, aussi, à chaque fois que les besoins de la communauté musulmane belgo-turque changeaient, la Dianet de Belgique s'adaptait évidemment à ce changement et donc apportait des solutions pour que cette communauté puisse s'épanouir dans le contexte de son nouveau pays qui est la Belgique. Bien. Alors, comment vous pouvez nous expliquer un peu l'unanimité que vous autres Belges d'origine turque, vous avez autour de vos représentants dans différents secteurs et non pas uniquement le secteur du culte? Écoutez, je pense que l'unanimité, c'est un mot extrêmement important. C'est vrai que ça peut plaire comme ça. C'est quelque chose de très difficile à obtenir. Donc, évidemment, l'unanimité, c'est très difficile, mais il y a une certaine cohésion, une certaine coordination qui existe au sein des institutions de la communauté turque. L'histoire donc de la communauté turque dans ce pays, donc en Belgique, a été marquée par la création de différentes institutions, et ces institutions-là se sont améliorées avec le temps et elles se sont véritablement agrandies à travers la création de différentes mosquées, puisque le but de ces institutions-là était de pouvoir constituer une institution coupole pour la communauté musulmane qui pouvait répondre à leurs besoins donc religieux dans le contexte des lieux de culte. Donc, c'est important de préciser que la communauté turque, en tout cas les institutions religieuses de la communauté turque, se sont constituées donc à travers les mosquées, mais que ces mosquées-là ont choisi de se positionner sous une coupole. Aujourd'hui, nous avons les deux grandes coupoles de la communauté musulmane d'origine turque, qui sont la Dianet de Belgique et la Fédération islamique de Belgique, qui regroupent
quasi la totalité des lieux de culte de la communauté belgo-turque. Et donc, puisque nous connaissons notre histoire, notre tradition et notre communauté et les institutions donc de nos mosquées, évidemment, cette cohésion, cette coordination a très bien fonctionné, avec des hauts et des bas. Nous avons tous des soucis, des problèmes de communication de temps à autre, mais il est clair que la communauté belgo-turque s'est extrêmement bien organisée depuis les années 70 et 80, de façon à ce que cette communauté puisse rester solidaire, donc adopter véritablement une posture de communauté sans rentrer dans le communautarisme de manière négative. Il faut le dire précisément, c'était une nécessité de pouvoir se regrouper parce que, à un moment donné, lorsqu'il a fallu mettre en place un exécutif, donc l'organe représentatif du culte musulman en Belgique, c'était l'élément le plus important que nous avons raté, M. Moustapha. Quand je dis nous avons raté, parce qu'on nous a soufflé une idée qui était quelque chose qui ne nous appartenait pas, en nous imposant donc un système d'organisation qui n'était pas le nôtre. Qui On a qui- voulu organiser des élections, on a voulu donc organiser le culte musulman à travers des élections à suffrage universel, ce qui n'était pas le cas pour d'autres cultes, parce que les autres cultes étaient organisés sur base de leurs institutions, qui avaient une histoire, une tradition, alors que nos institutions existaient peut-être à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas une coordination entre ces institutions-là. Chaque institution faisait du mieux qu'elle pouvait de son côté. Et je l'avais dit lors de notre dernière rencontre sur Israël Info, rappelez-vous, M. Moustapha, j'avais donc raconté une anecdote. J'avais été invité pour la célébration du 100e anniversaire de la reconnaissance institutionnelle de l'islam en Croatie. Et j'avais souligné le mot reconnaissance institutionnelle. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? On a reconnu l'islam, mais on n'a pas reconnu l'islam institutionnel. On a reconnu l'islam et ensuite, on a essayé de lui donner, de lui forguer donc une espèce d'institutionnalisation à travers de rien du tout. Donc, et on a dit, voilà, selon les principes de l'islam, il y a la shura, il y a la concertation, c'est la raison pour laquelle on va faire les élections, mais c'était un faux débat à l'époque aussi. Alors que la communauté musulmane devait véritablement se mettre autour de la table à travers ces institutions, quelles que soient les institutions qui existaient à l'époque, c'était l'élément le plus important. Donc, c'était la clé d'une meilleure base, d'un meilleur début pour l'institutionnalisation de l'islam en Belgique, c'était de mettre autour de la table les institutions et non pas les individus, ce qui a été le cas malheureusement. Donc, ce sont les individus qui ont été mis en évidence depuis le début, et c'est la raison pour laquelle les musulmans ne se sont jamais retrouvés dans cette institution-là. Monsieur Béazgoud, les institutions ne sont que l'émanation des individus. Ce sont les individus qui ont installé ces institutions. Oui et non. Donc, c'est les deux à la fois, parce qu'il y a des individus qui n'ont absolument aucun lien avec ces institutions-là, donc ils n'ont aucun référent institutionnel, ils n'ont aucun devoir de réserve, donc ils agissent de manière individuelle, ça, il faut le mettre à part. Et il y a des institutions qui se font représenter par des personnes, et ces personnes-là ne représentent pas leur propre personne, ils représentent les institutions qui les ont déléguées. Il y a deux choses différentes. Évidemment que les individus ont fondé ces institutions-là, mais lorsqu'il est question de parler sur le culte musulman, ils ne parlent pas en leur propre nom, ils parlent au nom de leurs institutions, et ce qui fait également cette légitimité représentative et institutionnelle dans le discours qu'ils ont vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un constat qu'il faut faire, malgré tout ce qui a pu être dit par d'autres interlocuteurs, par d'autres personnes qui ont été de près ou de loin en lien avec l'institutionnalisation de l'islam en Belgique. On peut tous les respecter, on peut toutes les respecter, ces personnes-là, je n'ai rien contre, mais il y a une évidence qu'il faut absolument mettre sur la table, c'est que tant que les institutions des musulmans ne sont pas impliquées dans la gestion du culte musulman, tant qu'elles ne l'ont pas été, eh bien, on n'a pas pu véritablement
obtenir une coordination institutionnelle. On ne peut pas contenter tout le monde, c'est une évidence. Alors, je vais commencer à poser parce que les internautes commencent à réagir et ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. Alors, première réaction, attendez, je vais la retrouver. Je vais retrouver. Il faut arrêter de jouer aux victimes, il faut la vérité. L'islam en Belgique laisse à désirer, il n'y a pas de transparence, il y a un esprit malsain de certains qui veulent s'accaparer du dossier de l'islam. Ça, c'est la première réaction. Écoutez, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui on vise particulièrement. Les pseudo-institutions dont vous parlez et qui voient le jour comme des champignons n'ont aucune crédibilité. Les dites associations sont créées par la même personne et s'octroient la présidence de toutes les institutions. Alors, il faut démocratiser. Non, moi je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Je pense qu'il y a une confusion totale dans l'esprit de beaucoup de gens et je pense que cette personne-là aussi est dans une confusion dans les propos qu'il tient. C'est qu'il faut distinguer entre deux types d'institutions. Les institutions de la communauté musulmane qui ont été fondées par elles-mêmes il y a des dizaines d'années. Ce sont les institutions proprement parlées qui représentent ces communautés-là. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Ça, ce sont les institutions qui ont leur propre histoire et tradition dans notre pays et j'invite cette personne-là à les consulter. Deuxièmement, il y a des institutions qui ont vu le jour avec la mise en place de l'exécutif des musulmans de Belgique. L'exécutif des musulmans de Belgique est véritablement une institution qui a été fondée très récemment, même si on parle des années 90, c'est très récent par rapport à l'existence des institutions des musulmans dans notre pays. Et cet exécutif-là, à l'instar d'autres cultes reconnus en Belgique, doit se doter de différentes ASBL dans le but de pouvoir se conformer avec les prescriptions légales pour pouvoir être l'interlocuteur des pouvoirs publics, parce que d'autres cultes le font. Et c'est parce que l'exécutif des musulmans de Belgique est un organe qui représente le culte, la gestion du culte musulman, mais il a un statut sui generis, il n'a pas de personnalité juridique proprement parlée. Donc, pour pouvoir gérer plusieurs choses, cette institution doit mettre en place plusieurs ASBL. Et dans d'autres cultes, c'est exactement la même chose. Et dans d'autres cultes, ça se fait exactement de la même manière. La comparaison est la même. Nous allons revenir sur le rôle de l'exécutif. Une deuxième réaction, il faut que chacun se pose la question et se remettre. Il faut que chacun se pose la question et se remettre en question sur ce qu'il a fait personnellement pour changer la situation. Donc les réactions arrivent au fur et à mesure. Alors, insistons maintenant sur l'exécutif. Quelle est la mission de l'exécutif des musulmans de Belgique, ou les missions? Voilà. Il faut le résumer en une seule phrase. Oui. L'exécutif des musulmans de Belgique, tel qu'il a été conçu, il a été conçu par les pouvoirs publics. Il n'a pas été conçu par la communauté musulmane. Il a été conçu par les pouvoirs publics en concertation avec des individus de l'époque, pas avec des institutions. Avec plusieurs personnes qui se sont peut-être éventuellement profilées comme des experts, qui peuvent l'être ou pas, c'est pas ça que je juge. Mais à l'époque, donc l'exécutif des musulmans de Belgique a vu le jour par la volonté des pouvoirs publics, avec un certain nombre de concertations que ces pouvoirs publics ont eues au sein de la communauté musulmane, mais pas forcément des institutions. Alors pour quelle mission? Voilà, puisque le culte musulman donc n'a pas de hiérarchie cléricale, donc nous ne pouvons pas être comparés au culte catholique dans ce sens-là, puisqu'il y a véritablement une hiérarchie cléricale dans le culte catholique. Aujourd'hui, l'exécutif des musulmans de Belgique est l'organe qui représente le culte musulman dans l'aspect de la gestion
du temporel du culte. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Oui. Ça veut dire qu'il s'agit d'un organe administratif qui est censé être le représentant de la communauté à travers les dossiers qu'il doit gérer, c'est-à-dire les dossiers administratifs qu'il doit gérer avec les pouvoirs publics. Eh bien, c'est une institution qui doit uniquement s'occuper de la gestion du temporel du culte. L'aspect spirituel du culte ou l'aspect sociétal du culte est quelque chose qui ne concerne pas l'exécutif des musulmans de Alors, Belgique. C'est la raison pour laquelle voilà. Si il a des organes. Oui. Si j'ai caricaturé ce que vous venez de dire, c'est le pouvoir public qui veut avoir un droit de regard sur l'islam et qui a mis en place cet exécutif. C'est bien ça. En réalité, les pouvoirs publics ont besoin d'avoir un interlocuteur parce qu'ils ont reconnu, parce que l'État a reconnu l'islam, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a reconnaissance d'un culte, ce n'est pas le culte qui est reconnu, hein, c'est la communauté cultuelle qui est reconnue. Il faut une distinction entre ça, parce que la Belgique est un État neutre. Ça peut être traduit aussi comme étant un État laïque, mais bon, neutre c'est mieux parce qu'il y a différentes nuances. Et donc, l'État ne peut pas reconnaître un culte en tant que tel. Il reconnaît l'organisation d'un culte à travers une communauté. Donc, il reconnaît la communauté. Quand vous reconnaissez cette communauté, dite la communauté musulmane, vous êtes obligé d'avoir un interlocuteur pour pouvoir gérer, pour pouvoir donner la possibilité à cette communauté de bénéficier de tous les avantages de cette reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance des lieux, des mosquées, donc le fait de pouvoir bénéficier d'un subside, le fait de pouvoir bénéficier des cadres de ministres de culte. Donc tout ceci fait partie des obligations de l'État à partir du moment où il y a reconnaissance d'une communauté religieuse. Donc l'exécutif est né à partir de cette nécessité. Mais avec le temps, et le monde politique et la communauté musulmane n'ont pas véritablement compris le rôle que devait jouer l'exécutif des musulmans de Belgique. Du côté de la communauté musulmane, on a eu de fausses idées par rapport à ce que devait être l'exécutif des musulmans de Belgique. Il y a eu même des personnes qui ont comparé l'exécutif à une institution qui devait tout gérer au niveau du culte. Donc, c'était quelque chose de spirituel. Donc, il y avait des ulama qui allaient venir, etc. Donc, beaucoup de confusion existait depuis le début. Pas seulement au niveau de la communauté musulmane, mais au niveau du pouvoir public aussi. Parce que nous sommes dans un pays à majorité chrétienne, catholique en l'occurrence, et donc la tradition islamique n'est pas forcément connue. Et le rôle de l'exécutif des musulmans de Belgique n'est pas forcément connu par le politique parce que c'est très technique. Donc, il y avait confusion et de la part de la communauté musulmane et de la part du monde politique quant au rôle que devait avoir l'exécutif des musulmans de Belgique depuis le départ jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant. Oui, donc jusqu'à très récemment, je veux dire. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? On met en place un organe qui est censé gérer le temporel du culte, mais parfois, du monde politique, on a besoin d'avoir un avis de cet interlocuteur sur une question de société sur l'islam, ou sur l'islam sur une question théologique, purement simplement. Et alors, le culte, normalement, donc l'exécutif ne peut pas répondre à ces questions puisque ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Mais en même temps, il y a une responsabilité institutionnelle qui est engagée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce but-là, l'exécutif des musulmans de Belgique, avec le temps, s'est doté de différents instruments. Donc, pour ce qui est des questions d'ordre théologique, il s'est référé au Conseil des théologiens. Pour des questions d'ordre sociétal, eh bien, il s'est référé au Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique qui a été récemment mis en place. Donc, dans la perception que la communauté musulmane et les pouvoirs publics ont eu de l'exécutif, jusqu'à très récemment, il y a eu cette confusion. Et aujourd'hui, alors que nous avons commencé petit à petit à comprendre mieux les enjeux et le rôle que doit jouer l'exécutif et les relations que doit avoir le politique avec le culte musulman, à l'instar de ce que le pouvoir public a comme relation avec les autres cultes,
nous commençons petit à petit à apprendre comment nous devons faire les choses. Donc, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir parce que nous avons encore beaucoup d'expérience à acquérir par rapport aux autres cultes reconnus en Belgique, et notamment le culte catholique et le culte juif, par exemple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes Alors, tout le temps confrontés à on ces vous dit que difficultés-là. les autres cultes sont gérés dans la transparence totale qui s'impose ici en Belgique. Alors, Oui, est-ce que l'exécutif, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on vous reproche, est-ce que vous travaillez au sein de l'exécutif en toute transparence dans le choix des hommes, dans le choix de ces ordres et institutions que vous venez de citer et que vous avez créés, vous, membres de l'exécutif ou voilà, responsable de l'exécutif? c'est une fausse accusation. En réalité, c'est un mot qui plaît beaucoup parce que ça fait de la démagogie, mais en réalité, on parle de transparence de quoi? Il y a une mosquée qui doit être reconnue, cette mosquée fait une demande, et en fonction de la procédure qui existe, il y a une ordonnance à Bruxelles, il y a un décret du côté de la région flamande, il y a également donc une loi du côté de la région wallonne. Tout se fait dans la transparence avec les pouvoirs publics. Il faut savoir que la gestion du culte islamique, la gestion du temporel du culte islamique se fait dans les règles établies avec les pouvoirs publics. Il n'y a rien qui se fait dans la clandestinité. Et les personnes qui sont concernées, la communauté qui est concernée par le service qui est rendu par l'exécutif des musulmans de Belgique est totalement informée de ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on peut poser la même question du côté des autres cultes. Un catholique lambda, monsieur ou madame tout le monde, ne sait pas exactement ce qui se passe dans la gestion du culte catholique. C'est pas parce que cette personne-là ne sait pas ce qui se passe qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion du temporel du culte islamique. Il y a une transparence là où il doit y avoir. Et d'ailleurs, cette transparence, elle est contrôlée par les pouvoirs publics, puisque de toute façon, le culte doit fonctionner suivant les règles établies par les pouvoirs publics, comme les autres cultes d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui se fait sans ce cadre légal qui existe. Aujourd'hui, toutes les institutions concernées sont au courant de ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes de manière individuelle doivent forcément savoir ce qui se passe. Et ce n'est pas parce que ces personnes-là ou ces individus-là ne savent pas forcément ce qui se passe qu'il n'y a pas de transparence. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots et jeter le discrédit sur les institutions, alors que le culte musulman, à l'instar des autres cultes qui sont reconnus en Belgique, est peut-être le plus transparent. Aujourd'hui, un catholique ou un juif ou un bouddhiste ou peu importe les autres cultes ne sont pas autant impliqués dans la gestion de leur culte que les musulmans eux-mêmes. Mais Alors, évidemment, on ne peut pas mettre au courant de manière générale tout le monde sur toute une série de choses. Il y a une transparence là où il doit y en avoir. oui, alors deux réactions importantes que je vais vous lire et je vais citer les personnes auteurs de ces réactions. Alors, un ancien président de l'exécutif, M. Boulif Mohamed, s'il vous plaît, restons respectueux. Effectivement, cela commence par respecter cette communauté musulmane et ne pas insulter son intelligence. Nous n'avons aucun souci ni avec le Rassemblement des musulmans de Belgique, ni avec la Diyanat, mais ce ne sont pas des organisations qui dépendent structurellement et financièrement des citoyens musulmans de notre pays. Et à ce titre, ne peuvent pas s'ingérer dans l'organisation du temporel du culte musulman. Elles sont les bienvenues, libres de faire ce qu'elles veulent avec leur communauté, mais certainement pas de s'occuper du temporel du culte musulman. Et c'est cela tout le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est ce que demande le ministre de la Justice. Monsieur Mohamed Zatraoui, très bien, parlons de la gestion du temporel du culte. Vous acceptez des désignations abusives, vous imposez votre programme scolaire à tous les profs de religion islamique en Wallonie. Et non, alors, vous imposez, vous participez à une manigance électorale, vous parsemez le paysage musulman de Belgique par des associations qui sont très loin des attentes des communautés musulmanes. Qu'est-ce que vous en faites avec le principe du shura en islam? Voilà. Donc, tout d'abord, à M. Boulif, je le respecte énormément.
Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis totalement en désaccord avec lui. Je l'ai toujours été d'ailleurs. Parce que dire que on n'a pas de problème avec le rassemblement avec la Diyanet, c'est une très bonne chose, d'accord. Mais dire que ces institutions-là ne doivent pas jouer le rôle dans une institutionnalisation de l'islam en Belgique, c'est exactement ce qu'ils doivent faire, ces institutions. Parce qu'on ne peut pas reconnaître des individus. Et lorsque nous devons avoir une institutionnalisation en Belgique sur la gestion du temporel du culte islamique, on doit se baser sur les institutions que ces communautés-là ont mis en place. Peu importe la manière que ces institutions-là ont été mises. Il faut savoir que toutes les institutions de la communauté juive, toutes les institutions de la communauté catholique ne sont pas des institutions entre guillemets démocratiques lorsqu'il s'agit des institutions cultuelles. On parle du culte ici, on ne parle pas de partis politiques. Ici, la gestion du culte, c'est quelque chose qui doit se faire avec des institutions qui ont l'expérience de la gestion du temporel du culte et avec des institutions qui ont une légitimité institutionnelle sur base de leur prérogatives au niveau de leur statut, au niveau de la communauté qu'ils représentent. Mais c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous demande, c'est que ces institutions représentent les musulmans de Belgique, et vous dites que ça ne peut pas être démocratique. Ça doit être démocratique pour représenter la base. Absolument pas. Les institutions cultuelles ne sont pas des institutions démocratiques, monsieur. Mais sur quelle base leurs représentants sont désignés? Non, mais en réalité, ce sont des institutions qui ont leur tradition, leur histoire, et ils ont leur statut. Il y a des statuts de ces institutions-là, et est-ce qu'on ne peut pas changer les statuts? Est-ce que les statuts n'évoluent pas, monsieur Beyazgoul? Mais nous sommes en train de parler de la gestion du culte. On ne parle pas d'un parti politique, on ne parle pas d'une association, de n'importe quelle association. Ce sont des institutions cultuelles. Et donc, la gestion du culte ne peut pas se faire sur base, en tous les cas, on ne peut pas attendre, c'est ça que je veux dire en réalité, on ne peut pas attendre des institutions islamiques d'avoir beaucoup plus de démocratie qu'on peut avoir chez le culte catholique ou le culte juif, alors qu'eux sont parfaitement bien organisés, il n'y a aucun problème par rapport à leur gestion du culte. C'est uniquement, vous savez, ce faux débat-là, pourquoi est-ce qu'il existe? Parce que justement, on nous a empoisonné avec ces élections à suffrage universel depuis le début jusqu'à maintenant. On a fait croire à la communauté musulmane que c'était comme ça que ça devait fonctionner, et c'est la raison pour laquelle la communauté musulmane ne s'est pas donc retrouvée dans ces institutions depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, si le monde politique essaye à chaque fois donc de s'ingérer dans les affaires du culte, c'est manifestement parce qu'ils veulent jouer sur cette carte, ils veulent jouer avec la carte entre guillemets démocratique, donc, et d'essayer de faire parler un peu tout le monde au sujet de la gestion du culte musulman pour pouvoir légitimer, donner une légitimité à leur propre volonté d'intervenir dans les affaires du culte. Et c'est ça, manifestement, qui a toujours fait le tort à la communauté musulmane. Alors, les réactions, parce que M. Boulif réagit vraiment à ce que vous dites en ce moment. Vous voulez des exemples d'ingérence? Il y a pléthore. C'est l'ambassade de Turquie qui a demandé l'organisation d'élections générales pour l'organe chef du culte en 2005. Voire lettre adressée à la ministre de la Justice avec en tête de l'ambassade. M. Boulif dit toujours: il ne s'agit pas d'une institution cultuelle, mais d'un temporel du culte. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour parler de l'ambassadeur. Moi, je ne représente pas l'ambassade, je ne représente pas la Turquie. Moi, je parle de la Diyanet. D'accord? Si l'ambassadeur a pris cette initiative-là dans le temps, ça regarde l'ambassadeur. Mais en tous les cas, la Diyanet de Belgique est en rien une institution qui dépend directement de la Turquie. Nous avons nos connexions avec la Turquie, mais c'est une institution du droit belge. Et cette institution-là revendique la représentativité du culte musulman
comme d'autres institutions qui la revendiquent de manière totalement légitime. Donc, s'il y a donc l'ambassadeur du Maroc ou l'ambassadeur de Turquie ou d'autres ambassadeurs d'autres pays qui ont intervenu dans le passé par une lettre ou autre chose, je ne suis pas au courant de ça. Ce n'est pas le débat que moi j'ai. Ce que moi je dis aujourd'hui, si les ministres dans le passé de la justice ou d'autres donc membres du gouvernement belge, les critiques que je reçois ne vous touchent pas directement, ne touchent pas la Diana de Belgique, mais touchent d'autres institutions qui ont été créées, comme M. Mohamed Zaatraoui qui dit: Monsieur, vous donnez une crédibilité à des associations mises en place dans l'ombre, sans aucune consultation publique, et vous dénigrez la vie des citoyens musulmans qui vous critiquent. Moi, je ne sais pas de quelle association il parle, donc s'il peut être plus précis, on peut éventuellement répondre. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait eu ces relations dans le passé avec les ambassadeurs et donc les ministres de la Justice, ça regarde les ministres de la Justice de l'époque et les ambassadeurs de l'époque. Ça, ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Le monde a évolué, la communauté musulmane a évolué, les institutions ont évolué. Et donc, aujourd'hui, nous revendiquons notre propre institutionnalisation à travers les institutions qui ont leur propre histoire en Belgique. Et donc, nous n'allons pas donc donner la possibilité aux individus qui ne représentent aucune institution. On peut les considérer comme des experts, on peut les considérer comme des personnes qui ont donc des choses à dire, etc. Mais on ne peut pas reposer la gestion du culte musulman sur des individus. Il faut une légitimité institutionnelle pour avoir une crédibilité et aussi pour avoir une stabilité institutionnelle. C'est ça la question, monsieur. Qui donne cette légitimité? Je vais, avant de vous laisser répondre, je réponds à monsieur Tahar Chehbi qui me demande à moi, journaliste, de rester neutre. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait neutre dans la gestion de ce débat et mon souci est d'inviter tous les responsables, tous les gens qui sont en rapport avec la gestion, je leur donne la parole pour expliquer le problème d'où vient le malaise au sein de la gestion de l'islam en Belgique. C'était juste une parenthèse par rapport à un commentaire que je viens de recevoir. Donc, qui donne la légitimité, M. Beyazgoul? Eh bien, en tout cas, cette légitimité, elle est là déjà à travers les institutions qui existent. On ne peut pas laisser de côté ces institutions-là en disant qu'on les respecte, mais en même temps, qu'on ne les prend pas en considération dans l'institutionnalisation de l'islam en Belgique. C'est quelque chose qui est absurde. Et alors, aujourd'hui, combien même on peut respecter les personnes comme M. Boulif qui vient d'intervenir tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on devrait écouter M. Boulif? Qui lui donne cette légitimité, par exemple? Enfin, comme vous, c'est un ancien président de l'exécutif. Oui, mais je comprends. Et on vous invite dans. Voilà. On n'écoute pas M. Boulif, il donne son avis comme vous donnez le vôtre. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut l'écouter en tant qu'ex-président de l'exécutif qui a une expérience qui est tout à fait louable, on le respecte. Mais je veux dire, vous avez donné la réponse à ma question. C'est la raison pour laquelle la réponse à la question que vous me posez par rapport à cette légitimité, qui va la donner? Eh bien, cette légitimité, c'est la communauté qui la donne. La communauté l'a déjà donnée à ces institutions-là. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez donc à juste titre soulevé donc, cette question-là en disant comment est-ce que vous faites donc l'unanimité? J'ai répondu en disant que l'unanimité, c'était un mot extrêmement important. On ne peut pas contenter tout le monde, il est clair. Mais à partir du moment où vous êtes de bonne volonté et vous avez une légitimité institutionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on parle avec vous, vous avez quelque chose à donner. On peut bénéficier de votre expérience, de votre expertise et de vos idées. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les institutions et les individus. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Les institutions sont constituées d'individus, voilà. Si, M. Beyazgoul. Non, mais j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Il y a des individus qui parlent qu'en leur propre nom, oui. Et il y a des individus qui parlent au nom des institutions qui les délèguent. Donc, on ne peut pas non plus comparer des institutions avec des individus, combien même on peut les respecter. Donc, il faut faire un choix, et ce choix-là, il doit reposer sur
quelque chose qui est légitimement représentatif. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que la gestion du culte musulman repose sur une espèce d'idée qui vient de partout dans le souci d'une quelconque démocratie, alors que ce point de vue-là, il est véritablement un point de vue politique qui vient justement instrumentaliser cette pseudo-démocratisation de la gestion du culte musulman, alors que dans d'autres cultes, cela n'existe pas. Donc, on ne peut pas parler d'une démocratie ou d'une représentativité politique d'un organe qui est censé gérer le temporel du culte musulman. On peut bénéficier de l'expérience, de l'expertise des personnes qui en ont véritablement, mais ce n'est pas parce que des individus parlent qui ont forcément une légitimité et qui ont forcément un poids sur la représentativité du culte musulman. Alors, M. Boulif revient sur les élections qui ont eu lieu en 1998, où là, il y avait une certaine démocratie. Alors, il y a deux, en fait, si je comprends bien, il y a deux points de vue. Une partie demande plus de démocratie pour la désignation des représentants de l'islam au sein de l'exécutif, et une autre partie comme vous dites que ces gens-là sont déjà désignés par leur savoir, par leurs compétences. En fait, c'est deux versions différentes. Écoutez, si je comprends bien. Non, c'est deux versions différentes, mais moi je pense qu'il faut vraiment dire les choses comme elles sont. En 2014, nous avons mis en place un exécutif à partir de 292 mosquées. Ces 292 mosquées sont réparties à travers la Belgique. Et donc, ces mosquées-là ont désigné ou élu, en fonction de leurs possibilités et de leurs choix, des délégués. C'est un acte démocratique, M. Beyazgoul, ce que vous racontez là. Mais évidemment. Mais regardez, oui. Nous sommes en train de parler de quelque chose. On veut plus de démocratie dans quelque chose où on ne peut pas le demander dans d'autres cultes. Pourquoi on ne peut pas le demander dans d'autres cultes? Parce qu'il faut savoir que M. Boulif est très bien placé pour le savoir, que le suffrage universel est un cadeau empoisonné pour la communauté musulmane, parce que toute personne qui a de près ou de loin une famille assez nombreuse peut voter pour cette personne, alors que cette personne-là peut ne pas forcément être capable, compétent et avoir toutes les compétences nécessaires pour exercer la fonction qu'il doit exercer au sein de ces institutions-là. Et c'est véritablement ce qui s'est passé. Parce que même si nous avons fait le choix donc d'impliquer les 292 mosquées qui ont signé une charte d'adhésion au projet de renouvellement, qui ont envoyé leurs délégués, même avec cette volonté-là, les mosquées ont eu beaucoup de soucis à trouver les personnes qu'ils devaient envoyer comme délégués, faute de trouver les personnes qui ont les compétences et qui ont les moyens, le temps, l'énergie pour s'investir dans la gestion du culte musulman. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de parler de cette démocratie, il faut parler donc de véritablement la représentativité institutionnelle au sein donc d'une institution qui est censée gérer le temporel du culte. Le débat, il peut être public, il peut être démocratique, tout ce qu'on veut, ça peut exister, mais il est clair que pour ce qui est de la gestion du temporel du culte, on ne peut pas s'aventurer dans la mise en place de cette institution à travers des individus qui n'ont aucune référence institutionnelle. Donc ça, c'est le point de vue que je défends. Vous avez tout à fait raison, à mon avis, parce que personne, bon, jusqu'à présent, personne ne parle d'individus, mais les représentants doivent être élus par des individus, désignés par des individus. Élus, désignés. Reconnus par des individus. Voilà, élus, désignés. C'est ce que les mosquées ont fait, les 292 mosquées ont fait. Donc, mais parler de suffrage universel et parler donc des élections de 98 et dire que c'était beaucoup plus démocratique pour faire quoi?
pour représenter les musulmans de manière politique. Mais on n'a pas besoin de ça. Le culte musulman, donc il faut vraiment comprendre les enjeux. Donc aujourd'hui, on est face à une situation où et la communauté musulmane, manifestement, et le monde politique n'avaient pas très bien compris ce que devait faire l'exécutif. Ça, je dois le dire ouvertement. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens continuent à ne pas le connaître. Aujourd'hui, il faut être conscient que le culte catholique et le culte juif ne fonctionnent pas comme ça. On n'est pas censé être plus catholique que le pape. Aujourd'hui, il faut s'intégrer dans le système belge, et dans le système belge, il y a une relation entre les cultes et les pouvoirs publics, et le culte et les pouvoirs publics entretiennent des relations dans le cadre de leur structure qui existe avec le culte catholique, le culte juif et les autres cultes. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire comme eux le font? Nous avons commencé à réagir comme ces cultes-là depuis un certain temps. Ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où donc le politique tente à chaque fois de s'ingérer dans les affaires du culte. Il nous appartient de dire stop, de ne plus accepter cette ingérence et de dire, écoutez, nous devons nous organiser à travers nos institutions. Rien n'empêche ces individus à intégrer une institution. Vous savez c'est quoi le problème, M. Moustapha? Oui. C'est que, sans vouloir viser personne, je le dis d'abord, comme ça personne ne se sent visé, mais dans la plupart des cas, les personnes qui parlent en leur propre nom et qui sont des individus, ils ne font pas partie de ces structures institutionnelles pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas cette histoire, cette tradition avec ces institutions-là, et on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir. Ils peuvent avoir cette relation aujourd'hui, et ils peuvent être reconnus par ces institutions et par la communauté les communautés qui sont dedans. Ou bien, et ça je le dis ouvertement parce que nous avons vécu, ça j'ai vécu quand j'étais président d'exécutif, hein, ou bien alors ce sont des individus qui ont un agenda politique caché. Et ils défendent. Il pas des gens de bonne volonté qui ont envie de rehausser l'islam aussi, d'aller de l'avant. C'est possible aussi. Eh bien, j'invite solennellement ces personnes de bonne volonté d'intégrer les structures institutionnelles de la communauté ou d'en créer d'autres s'ils ne sont pas contents. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, si une n'est pas content, une personne n'est pas contente d'une structure, et cette personne-là, si elle peut trouver des personnes qui peuvent éventuellement le soutenir dans son action, peut créer une autre structure. Et cette structure-là, si elle est aussi représentative, si elle a aussi une légitimité, autant de légitimité que d'autres institutions, marhaba. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes-là de bonne volonté, ils doivent comprendre que dans le système belge, la gestion du culte musulman nécessite une stabilité comme les autres cultes. Et cette stabilité, on peut l'avoir qu'à partir du moment où cet organe repose sur le sérieux institutionnel qui a une tradition, une histoire. On ne peut pas. C'est ce que tout le monde demande, M. Beyazgoul. Voilà, libre à ces personnes-là d'intégrer ces structures-là ou d'en créer d'autres s'ils sont capables, évidemment, d'avoir une légitimité à travers d'autres institutions. Mais alors là, on se mettra autour de la table et on discutera de la manière dont nous allons faire les choses dans le futur. Mais, je dis bien encore une fois, nous parlons avec des institutions pour prendre des décisions et nous consultons des personnes et des individus pour bénéficier de leur expérience, expertise. Est-ce que vous êtes disposé à écouter tout le monde, M. Beyazgoul? Mais bien sûr, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours écouté les personnes, même entre 2009 et 2014, nous avons écouté des dizaines, des centaines de personnes, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau de la communauté, donc sur le terrain. Nous avons écouté pas mal de gens, donc plusieurs personnes ont été invitées, plusieurs experts ont été invités. Mais il faut faire la part des choses. Écouter des gens, écouter des individus qui ont une expérience à partager, donc une expertise à partager avec nous, c'est quelque chose. Mais on ne peut pas prendre des décisions avec des individus, on est bien d'accord. On prend des décisions avec des institutions. Donc, aujourd'hui, libre à ces personnes-là d'intégrer ces structures-là ou d'en créer d'autres s'ils ne sont pas contents. Mais alors, on M. Beyazgoul, la comparaison entre des individus et des institutions
par rapport au poids que ces deux-là doivent avoir sur la discussion qu'on doit mener sur la gestion du culte musulman. Oui. Alors, les trois dernières réactions, et on conclut, parce qu'on a dépassé l'heure d'émission. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Zatraoui, Monsieur Beyazgoul, l'islam reconnaît la différence, mais vous cataloguez les musulmans. Monsieur Boulif, de nouveau, oui, pour travailler des dossiers, et c'est ce qui a été fait, et tout a été fait dans la transparence. S'il vous plaît, interrogez les mosquées, les enseignants, les aumôniers et les imams. C'est là l'essentiel, les dossiers. Personne n'a fait de politique. Et d'autres personnes nous rappellent le verset coranique « Amrohum shura baynahum ». Donc, tout doit être discuté dans le cadre de la Jama'a pour pouvoir sortir avec un consensus. Alors, oui, réaction à ce je réponds aux deux. Je dirais à M. Boulif qu'il peut être totalement vrai d'après ce qu'il dit, mais moi, je peux lui sortir des dizaines, voire des centaines de réactions négatives par rapport à ce qu'il a fait à son époque. Ce n'est pas pour le critiquer lui personnellement, mais c'est pour dire uniquement que malgré le fait que pour lui, il semble que tout a été fait dans la transparence, tout a été fait de manière tout à fait légale, il n'a pas pu contenter tout le monde, comme nous n'avons pas pu contenter tout le monde maintenant. Et on ne pourra pas contenter tout le monde demain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, donner un exemple n'est pas un autre. Donc, il y a une certitude dans la gestion du culte, que ce soit le culte catholique, le culte orthodoxe ou le culte musulman. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous dites que c'est transparent que c'est forcément vrai. Et ce n'est pas parce que certains disent que ce n'est pas transparent que c'est forcément vrai. Donc, aujourd'hui, il y a une nécessité donc de véritablement prendre en considération la réalité de la communauté. Et cette réalité, elle est purement et simplement la réalité que le monde politique essaye de diviser la communauté à travers des faux débats, un faux discours. On va parler de monde politique belge ou pardon, le monde politique belge ou de l'étranger? Je parle du monde politique. Non, je parle du monde politique belge. Moi, je suis en rien avec l'étranger. Moi, je suis bruxellois, je suis belge. Mais qu'est-ce que gagnerait le monde politique belge à diviser l'islam? En réalité, si ce n'est avoir des problèmes par la suite. C'est pas forcément gagner quelque chose. C'est du pain béni pour le monde politique de pouvoir parler de l'exécutif et des musulmans. Parce que c'est quelque chose qui paye, Monsieur Moustapha. C'est quelque chose qui a véritablement un retour auprès de l'opinion publique qu'ils représentent. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement occupés avec le culte musulman. C'est un débat qui plaît à leur propre population, à leur propre électorat. Donc aujourd'hui, on est forcé de constater que donc une partie de l'opinion publique de la communauté musulmane est manipulée par le politique, comme il l'a toujours été dans le passé. Il a toujours été dans le passé. Aujourd'hui, c'est un autre parti. Hier, c'était un autre. Avant-hier, c'était un autre. Demain, ce sera un autre. C'est à nous de dire qu'il faut plus compter sur les musulmans pour donc faire passer des messages politiques. Donc, je répondais également à cette question. C'est bien. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en concertation. Nous consultons énormément de personnes. Mais ce n'est pas parce que M. Zatraoui n'a pas été consulté qu'il n'y a pas de choura entre nous. Il n'est pas le seul à avoir assorti ce... Oui, d'accord, mais on ne peut pas consulter les individus. Oui. On consulte les personnes qui, pour nous semblent avoir une expérience, une expertise. Si M. Zatraoui s'autoproclame expert, c'est son problème à lui. Mais en tous les cas, nous ne sommes pas censés nous concerter avec tout le monde. Nous sommes censés nous concerter avec les personnes qui, pour nous semblent pouvoir apporter une expertise. Et donc, il n'appartient pas à juger donc de cette concertation. Et la concertation doit avoir lieu au sein des institutions. Et les personnes qui représentent ces institutions-là, les individus, on peut les consulter à partir du moment où ces institutions-là estiment qu'il y a véritablement un manque à gagner à travers donc la consultation de ces personnes-là, parce qu'ils ont une expérience, parce qu'ils ont une expertise, mais ça reste des concertations. Ça ne veut pas dire que ces individus-là, on voit au chapitre et ils vont peser sur la balance pour prendre des décisions. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est une aberration. On ne peut pas imaginer que des individus puissent avoir le poids de négocier et de prendre des décisions alors qu'il y a des institutions qui ont une représentativité traditionnelle historique qui sont là pour ça.
Alors, une critique par rapport à l'institution que vous représentez, Monsieur Salam El-Mouhend. Je répète ma question. À ma connaissance, Monsieur Kouskoun est impliqué depuis la Diyanat dans notre culte belge depuis des décennies. Pourquoi la Diyanat devrait-il interférer avec notre service de culte? Pourquoi refusez-vous la lumière du soleil en prétendant que le Diyanat est indépendant et ne reçoit pas d'ordre de la Turquie? Monsieur Boulif de nouveau, et c'est la dernière intervention, je n'étais pas là pour contenter, mais pour gérer les dossiers. Ce qui fut fait, les mosquées, les enseignants, les imams et les aumôniers étaient contents, car ce sont eux qui avaient le dernier mot dans les dossiers. Je peux dire exactement le contraire pour des centaines de personnes. Donc c'est un dialogue de sourds, donc je ne rentre pas dans ce dialogue. Monsieur Boulif, je le respecte et je préfère que lui dise ses opinions. Je l'ai dit, j'ai dit les miens, j'ai dit la mienne. Donc aujourd'hui, donc on ne va pas continuer à se, pas jouer au parler de manière. Alors, maintenant, c'est pas la peine. Oui. C'est pas la peine. Donc chacun joue son rôle. Moi, je joue le mien. Et concernant la Diyanet, tout ce que la personne en question vient de dire, ce sont de fausses accusations. La Diyanet de Belgique ne reçoit absolument pas d'ordre de la Turquie ou d'un autre pays. C'est quelque chose qui est totalement exclu. Je suis le directeur général de la Diyanet de Belgique. En aucun cas, dans mes actions, je reçois l'ordre de la Turquie. En aucun cas. Ce sont des concertations que nous pouvons mener avec des différentes institutions dans le cadre de nos activités, ça c'est autre chose. Mais dans le cadre de la gestion du culte musulman en Belgique, jamais, en aucun cas, nous avons reçu aucun ordre de l'État. Alors, la conclusion, monsieur Beyazgoul. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, d'après les réactions des internautes, d'après ce qui se dit, ce qui se lit, ce qui se passe, qu'il y a un malaise. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes ouvert au dialogue, vous êtes ouvert à écouter. Alors, y a-t-il moyen, y a-t-il une formule pour regrouper les représentants d'autres associations, les représentants de mouvements qui ont des idées, de bonnes idées à apporter à la gestion de l'islam? Y a-t-il moyen de regrouper tout ce monde autour d'une table? Vous êtes d'accord pour le dialogue? Êtes-vous d'accord pour le dialogue? Écoutez, le dialogue, c'est quelque chose d'extrêmement important. La concertation est quelque chose d'extrêmement important. Mais, encore une fois, je veux qu'on fasse la part des choses. Il n'appartient pas à X ou Y association de dire « moi j'existe et je dois être entendu ». Cette légitimité-là n'existe pas à partir du moment où vous ne représentez que 3 personnes. Donc, il faut être cohérent, il faut être juste. Il faut être juste dans le discours que nous avons. Si ces gens-là représentent un mouvement important. Mais les mouvements importants, c'est quelque chose qui est assez délicat, M. Mostafa. Quand on dit mouvement important… Plusieurs mosquées. Oui, à partir du moment où il y a une vraie représentation, où il y a véritablement une légitimité derrière, tout est quelque chose de positif. Alors, on peut dialoguer avec ces institutions. Il y a des scientifiques, des chercheurs qui ont beaucoup cherché, qui peuvent également vous orienter, qui peuvent vous donner quelques bonnes idées. Nous sommes totalement ouverts à consulter ces scientifiques-là, mais la décision appartient aux institutions. Je le dis ouvertement, la décision appartient aux institutions. Les personnes, les individus qui ne se retrouvent pas dans ces institutions, soit ils les intègrent, si on n'a pas de problème avec les institutions X, Y, Z, qu'on les intègre, ou bien alors, si on se croit capable de pouvoir former d'autres institutions aussi légitimes ou plus légitimes que celles qui existent, eh bien alors qu'ils le fassent. Voilà. Merci, Monsieur Beyazgoul, de nous avoir accordé pratiquement 1 heure et quelques minutes pour ce débat un peu chaud. Merci également pour les internautes qui ont réagi et qui ont posé quelques questions. Mon avis personnel, c'est que les avis divergent, mais je pense qu'il y a du bon dans ce que vous dites, il y a du bon dans ce que d'autres disent aussi, et qu'il y a moyen de se remettre autour d'une table et d'aller de l'avant. C'est ce que nous souhaitons sur Jisr Info. Nous souhaitons que l'Umma puisse aller de l'avant,
et rayonner comme elle a rayonné pendant des décennies, voire même des siècles. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres circonstances. Une autre question qui me vient à l'esprit et que nous n'avions pas trouvé de réponse lors de la première émission de ces débats-là, c'est le côté du volet audiovisuel. Il était question de créer un volet audiovisuel pour communiquer, pour rayonner. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Est-ce que vous avez une information à ce sujet? En tout cas, il y a énormément d'efforts qui ont été consentis à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis déjà 2014 jusqu'à maintenant avec l'audiovisuel. Il y a manifestement donc différents niveaux de pouvoir par rapport au pouvoir public à ce niveau-là. Donc les choses ont changé, donc les temps d'antenne et donc tout. Encore une fois, pourquoi les autres religions ont leur temps d'antenne et pas l'islam? Non, en réalité, c'était pareil pour tous les cultes, hein. Donc, on parle ici, par exemple, de la communauté flamande, donc de la région flamande. Le temps d'antenne pour les cultes a été diminué. Donc, aujourd'hui, on est face à une situation où le culte musulman n'est pas le seul dans la situation là, hein. Donc, il y a une différence politique aujourd'hui du côté de la Flandre par rapport aux diffusions des émissions donc sur les cultes. Ça, c'est une question qui est propre à la communauté, à la région flamande. Donc, c'est pareil avec donc la partie francophone du pays. Il y a eu véritablement beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc, évidemment, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que tout passe par la communication finalement. Oui, évidemment. Donc, il est clair qu'au niveau de la communication, on doit vraiment nous améliorer, on doit vraiment faire en sorte que notre communication soit meilleure à l'avenir. Personne n'est parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous avons certainement des défauts, je n'ai pas dit le contraire. Là où il y a véritablement donc, une critique, je dirais, que je peux parfaitement bien accepter, c'est que la communication n'a pas forcément été au top. Et ça, je pense que c'est un élément que nous devons absolument améliorer. Voilà, merci beaucoup, M. Bayazgoul. Et encore une fois, notre vœu est de voir et le représentant du culte musulman rehausse la qualité de leurs prestations pour une meilleure gestion de l'islam en Belgique, et ceux qui ont quelque chose à apporter puissent pouvoir communiquer avec vous, discuter avec vous, suggérer des améliorations pour le bien-être de l'islam dans ce pays. Si vous permettez, M. Moustapha, oui. Merci beaucoup d'avoir fait cette conclusion, mais si vous permettez, je voudrais dire un dernier mot avant de terminer. Ce sera le mot de la fin. Donc, c'est le message que je souhaite donner, en fait, à travers vos juste infos. Donc, véritablement, nous sommes en phase avec notre société, nous sommes conscients des enjeux de nos sociétés. Le conseil de coordination et les institutions qui font partie de ce conseil de coordination sont tout à fait ouvertes au dialogue avec donc d'autres institutions qui souhaitent éventuellement apporter leur contribution, et des personnes, des individus qui ont une expertise sur la gestion du temporel du culte musulman sont les bienvenus. Nous allons les consulter, nous allons mener des concertations, nous sommes ouverts et prêts à parler avec tout le monde, avec toutes les institutions qui le souhaitent et qui peuvent apporter une contribution positive. Mais il faut savoir qu'il y a deux choses différentes. Qu'il y a concertation avec les individus qui peuvent apporter leur contribution, mais ce n'est pas parce qu'il y a concertation que ces individus-là ont leur poids décisionnel dans l'avenir des musulmans. Le message est clair, et nous ne pouvions pas espérer une meilleure conclusion de l'émission de ce soir. Vous êtes ouvert à la discussion et c'est tout ce que nous espérions écouter ce soir. Merci beaucoup, M. Bayazgoul. Merci à vous, M. Moustapha, de m'avoir donné l'occasion. Les centaines d'auditeurs qui ont réagi à cette émission ce soir. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.